heureux de vous retrouver encore une fois ce mardi, ce mercredi pour votre invité du midi. Donc, nous allons avoir cet après-midi encore une fois pour la troisième sortie de l'invité du midi depuis la reprise, une excellente émission. C'est à la fin de l'année 2020 que la BRH a injecté environ 150 millions de dollars dans l'économie. C'est pas la première fois que la BRH a fait des injections dans l'économie, mais c'était pour la première fois que la BRH a fait une injection aussi importante, accompagnée d'un certain nombre de mesures qui visaient à la fois les banques, les entreprises d'importation, les agents et les sous-agents. Cette injection a permis une chute du dollar et les prix des produits des premières nécessités ont commencé à baisser et le dollar était déjà, d'ici septembre 2020, à près de 65 gouttes. Cette mesure, contre toute attente, a eu un effet spectaculaire sur le taux de change et le dollar a terriblement chuté. Cette situation avait provoqué beaucoup de remous dans la presse. Plusieurs économistes se sont donc prononcés sur la question et la BRH a dû également donner des explications. Les prix des produits de première nécessité ont drastiquement baissé et la population commençait déjà à exprimer une certaine satisfaction. Mais c'était trop beau à voir. La population haïtienne contente, heureuse, plus que jamais déterminée à prendre sa vie en main, c'est une chose que l'on n'aime pas ici. Il aurait fallu l'intervention du président de la République pour menacer des entrepreneurs qui utiliseraient le taux de change pour le faire tomber, qu'il tomberait avant lui, avant pour comprendre que ce mesure n'allait pas durer longtemps. Voilà qu'aujourd'hui, le dollar reprend la manche sur la gourde et ça fait déjà assez longtemps que les prix ont déjà augmenté. Nous, voilà, repartis comme à la case de départ. Mesdames, Messieurs, nous allons recevoir pour vous à l'espace invité du midi aujourd'hui notre ami Enomi Germain qui est économiste et qui a l'habitude de commenter les activités économiques dans le pays. Bonsoir Enomi et bienvenue. Eh bien, bonsoir Samy. Écoutez, et bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. D'accord. Enomi, le dollar a repris la manche et sur la gourde. Et j'ai regardé une de vos interviews et données à l'époque où cette mesure a fait chuter le dollar en Haïti. Et je voyais que déjà, vous annonciez que si cette mesure était, on va dire, provisoire, le dollar allait remonter encore une fois. Eh bien, évidemment, j'avais annoncé ce que j'appelle un retournement de la situation. Pourquoi ? C'est justement parce que, écoutez, l'ensemble des mesures qui ont été prises justement pour faire baisser le taux ont été, je veux dire, des mesures d'atténuation des tensions conjoncturelles. Autrement dit, ce n'était pas au fait des mesures de renforcement de l'économie. Donc, cette baisse brutale qu'on a constatée au niveau du taux de change, ça a été une baisse provoquée. C'est-à-dire, cette baisse, mais justement, ne résultait pas, on va dire, du renforcement des fondamentaux de l'économie. Donc, lorsqu'on est dans une situation comme ça, eh bien, écoutez, il faut noter qu'on ne pourra pas toujours provoquer une baisse du taux de change, eh bien, et quand cette mesure, quand l'effet de la mesure disparaît en quelque sorte, eh bien, il fallait assister à un retournement de la situation, étant donné, encore une fois, ce n'étaient pas les fondamentaux de l'économie qui étaient améliorés. Justement. Donc, ce n'était qu'un leurre en réalité. Et oui, mais peut-être que c'était nécessaire à ce moment. Pourquoi ? Parce qu'on était dans une situation de pic. Évidemment, on ne parle pas encore des causes qui ont provoqué, on va dire, cette baisse. On dit, écoutez, grosso modo, que c'était une baisse provoquée, mais les causes, écoutez, ils sont là. Oui, et je veux dire que lorsqu'on est dans une situation où
et les indicateurs sont dans une situation de pic, eh bien, il faut prendre des mesures pour calmer la tension. Eh bien, la BRH avait pris en quelque sorte les mesures, mais maintenant les mesures, on est bien d'accord que ne donnent pas des résultats durables en quelque sorte. Donc, et on peut donner n'importe quelle qualification, peut-être qu'à l'époque, évidemment, il fallait donner ce coup de pouce qui, évidemment, ne résulte pas d'un renforcement de l'économie de manière globale, mais il fallait peut-être de toute façon faire ça pour arriver à une situation d'atténuation, comme je l'avais bien dit, des tensions conjoncturelles à l'époque. Oui, mais ce qui est à craindre, par contre, c'est que c'est un rebondissement beaucoup plus spectaculaire de ces pics-là qu'on avait constaté d'ici, en fait, on va dire, mi-l'année 2020, mars jusqu'à août 2020. Alors, je pense qu'il faut dire que peut-être que si cette mesure, ou bien ces mesures, il faut le dire, n'étaient pas prises, on serait peut-être à 150 gouttes pour $1 aujourd'hui. J'ai entendu le gouverneur de la BRH autrefois, et dans un dialogue avec des journalistes, il a dit que, écoutez, ne serait-ce les mesures, peut-être qu'aujourd'hui, on serait à 150 gouttes pour $1 américain. Donc, aujourd'hui, on peut assister à un rebondissement spectaculaire, mais peut-être que les mesures ont retardé, en quelque sorte, ce rebondissement. Mais dans l'intervalle, est-ce que des actions concrètes, beaucoup plus durables, sont posées? Eh bien, donc, si les actions ne sont pas posées, justement, c'est ce qu'il faut regretter, en quelque sorte. Mais moi-même, je pense que, écoutez, il fallait peut-être se donner le temps. Si, j'ai bien dit, si il y a eu une certaine volonté, eh bien dans l'intervalle, on pouvait poser un ensemble d'actions justement pour empêcher que l'on assiste à ce rebondissement que vous dites et qui sera spectaculaire. Oui. Et si on fait un peu d'histoire et remontant un peu les différentes décisions qui ont été prises concernant, d'abord, il y a eu le décret sur la dédollarisation de l'économie qui n'a pas marché. Quelque temps plus tard, le gouvernement allait repédaler en faisant le retrait de cette décision. Et maintenant, le ministère des Commerces, parallèlement à tout ça, avait annoncé l'affichage des prix en gourde. Qu'est-ce qui se passe dans l'économie haïtienne? Et ces pics-là qu'on constatait au cours des années 2019 et 2020, certains économistes disent que ce ne sont pas des pics normaux et ça ne découle pas de l'activité naturelle de l'économie et que ces pics seraient provoqués par des acteurs. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que depuis quelque temps, le dollar est devenu en Haïti une source d'accumulation de richesses. Parce que justement, il suffit d'avoir du dollar. Si on a beaucoup de dollars, on peut spéculer. Et quand on spécule, on fait des gains de change immédiats. Donc, et ça, écoutez, quand on a des gains de change comme ça, on n'a pas besoin de faire importation. On n'a pas besoin de faire exportation. On n'a pas besoin de faire importation pour vendre, etc. Vous n'avez surtout pas besoin de faire des prêts. Des prêts. Donc, c'est-à-dire qu'automatiquement, vous faites de l'argent. C'est-à-dire, ça a été une source d'accumulation de richesse. Et bien, à ce moment-là, il y a un ensemble d'acteurs qui spéculaient sur le taux de change. C'est-à-dire, il y a eu des spéculations. Mais la spéculation en tant que telle n'est pas une mauvaise chose. La spéculation veut dire que aujourd'hui, j'ai $10, et bien plutôt que de vendre sur le marché ces $10, et puis je me suis dit que demain, le taux peut augmenter de 2 gouttes, de 3 gouttes par exemple, et je garde mes $10. Donc si je garde mes $10 parce que j'anticipe une augmentation du taux, je suis dans la spéculation. Je suis dans ce qu'on appelle l'anticipation négative. Et les anticipations négatives en général nuisent à l'économie. Mais le problème, c'est qu'il y a un ensemble d'acteurs formels, c'est-à-dire les banques et autres institutions financières, mais qui spéculent en utilisant des mécanismes qui ne sont pas trop normaux en quelque sorte. C'est-à-dire, ils gardent le dollar, ils ne veulent pas vendre et demain, ils vendent au prix fort en quelque sorte. C'est-à-dire que, eh bien, sur cette base, il y a eu en quelque sorte eh bien, de la manipulation. Évidemment, à côté de la spéculation, il faut être d'accord que, écoutez, l'économie n'a jamais été renforcée. Mais l'économie n'était pas dans une situation de détérioration qui cause une augmentation journalière d'une goutte sur le taux de change. C'est-à-dire que chaque relevé, on joue un taux à augmenter d'une goutte. C'est-à-dire que ce n'est pas économie qui a dégradé dans de 5 gouttes. C'est-à-dire qu'il y a eu, évidemment, on va dire des causes qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas liées au fonctionnement, au mécanisme du marché. Donc, il y a eu de la manipulation. Mais de la manipulation, c'est justement parce que, évidemment, les gens ont la capacité de faire des anticipations négatives. C'est-à-dire que c'est parce qu'on n'était pas dans la stabilité du taux de change. Eh bien, il y a eu un ensemble d'autres causes, etc., etc. La situation sociopolitique, l'environnement qui se détériore, etc. Mais il ne faut pas oublier le volet spéculation. Et surtout, il ne faut pas oublier que, écoutez,
à l'époque, à chaque fois que, écoutez, des transferts se font, eh bien, il y a en général les sous-agents de transfert qui disent qu'ils n'ont pas de dollars, qu'ils gardent le dollar, et le dollar, ils le négocient sur le marché informel. Bon, m'explique bien ça me le dire. Vas-y. C'est que, et ils vont transfert pour. Sous-agent de transfert, qui ça le fait en général, les Kembe transfert là. Li dit que, écoutez, je ne dollar, ma bogoud. Mais il a un taux qui est généralement le taux du marché. Mais qui ça le fait en général lui-même, là, le négocier sur le marché informel. Généralement inférieur au taux du marché. Au taux du marché. Et bien donc, ça veut dire la négocier sur le marché informel. Et mais cette négociation sur le marché informel, elle est faite pratiquement par tout agent, sous-agent de transfert. Et pas oublier, plus grosse source de dollars pour ce pays, ce sont les transferts privés sans contrepartie en provenance de la diaspora. C'est-à-dire, c'est l'argent diaspora voyé. On a parlé là de 3 milliards de dollars américains. Plus de 3 milliards de dollars américains. Donc, si ça, c'est les plus grosses sources là, et que Action Sayo a répété, c'est-à-dire qu'il y a 15 dollars négociés sur le marché informel, et bien automatiquement, qu'est-ce que ça fait? Et bien, ça agit sur le taux de change. Ça agit en quelque sorte sur le marché de change. Autrement dit, il y avait ça également comme facteur. Mais maintenant, entre le 10 août et le 30 septembre, où tu as expliqué ça, on a parlé là de 2020, la BRH avait annoncé un ensemble de mesures. Et il y en a une mesure, justement, c'est une injection, on va dire, massive. De 150 millions de dollars. De 150 millions de dollars américains sur cette période. C'est-à-dire 10 août, 30 septembre, on est peut-être dans 8 semaines. Et il ne faut pas oublier qu'on a un marché de change Ce qui fait à peu près entre 8 à 9, entre 15 à 18 millions de dollars par semaine. En moyenne, par semaine en moyenne. Mais maintenant, il faut comprendre que c'est un marché qui mobilise 40 millions de dollars américains par semaine. C'est-à-dire, quand tu prends en moyenne 18 millions de dollars américains et tu mets sur 40 millions de dollars américains, c'est pratiquement les 40% des besoins du marché. C'est-à-dire, capacité marché, besoin marché, elle est satisfait pratiquement à 40% par la BRH. C'est-à-dire, c'est extrêmement important. Donc, BRH, littéralement, crase marché. Ça, c'était une mesure importante. Autrement dit, pas de jamais gagné toute injection ça qui fait dans une période aussi courte, c'est-à-dire 150 millions de dollars américains sur 8 semaines. C'est-à-dire l'injection était importante. Cette injection ne saurait ne pas avoir, en tout cas, des impacts sur le marché. Donc, s'il faut comprendre, en tout cas, cette baisse brutale, notamment tout à l'heure, qui va relever du fonctionnement marché, s'il faut comprendre cette baisse brutale, eh bien, il faut justement regarder justement cette injection massive sur le marché. Ça, c'est une première cause. Mais maintenant, il y a eu une deuxième cause pour moi-même, ou bien un deuxième élément qui est extrêmement important. C'est quoi? C'est que durant cette même période, l'Union européenne avait fait don de 3,7 milliards de gouttes à l'État haïtien. Mais il ne faut pas oublier que, en général, lorsque... Avec l'État était bon. Enfin, l'État est bon. Et lorsqu'il a fait l'État pas bon, qui ça le fait? Il sollicitait du financement monétaire de la BRH. Et le financement monétaire, peut-être à l'ONU cap expliquer le mécanisme, c'est nos le financement monétaire là, a un impact sur le taux de change. C'est-à-dire que déjà, le gouvernement joue 3,7 milliards de gouttes, et bien justement, il y a un impact qui t'a fait justement sur le marché de change, il n'a pas fait ça. Son deuxième élément extrêmement important qu'il ne fallait pas laisser à côté lorsqu'on justement essaye de comprendre ce qui se passait dans l'économie durant cette période. Mais maintenant, il y a un troisième élément. C'est justement les sanctions imposées aux banques commerciales. On va dire que c'était donc des sanctions de montant extrêmement important à l'époque. Jamais la BRH dans son histoire n'avait infligé des sanctions aussi importantes, mais justement aux banques commerciales. Et pas oublier, non, ce n'est pas seulement parce que l'important, non, c'est pour la première fois que la Banque centrale communique immédiatement les sanctions à la population. Voilà, expliquer ça me l'a dit. C'était quand même politique, dans une certaine C'était manière. politique parce que justement, et autrefois, quand la BRH inflige une sanction aux banques commerciales, la population sait ça 2 ans après, dans les rapports de la Banque centrale. Parce que les rapports, généralement, ils viennent 1 an, 2 ans après. Mais quand l'information est communiquée, eh bien, ça est susceptible pour que les populations, écoutez, il y a un ensemble d'institutions qui ont fait des autres là, mais pas seulement la population, les banques correspondantes, par exemple. Parce que, par exemple, les banques qui fonctionnent en Haïti, ce sont donc des banques qui fonctionnent avec des banques correspondantes. Parce que ce sont des banques ou pas correspondantes à l'étranger, soit pas des banques correspondantes aux États-Unis, ou pas en Angleterre, ou pas en France, et non pas en banque, par exemple. Parce que justement, quand nous faisons des transactions, il faut qu'on fasse justement à l'aide de banques correspondantes. Eh bien, il veut dire que on signale par les banques correspondantes, on me dit que, écoutez, vous avez des comportements qui pas respecter règles marché. Et lorsque banque correspondante connaît que pas respecter règles marché, on joue par exemple action au cas chuter parce que yo connaît que yo en affaire dans le système avec des institutions qui ne respectent pas la norme. Donc quand ces sanctions sont appliquées, et bien sanctions ça l'important pour le dire que il faut nous pas spéculation non parce que m'informer population. Et la deuxième chose, j'envoie un message justement aux banques correspondantes pour me dire que écoutez, les banques qui sont vos correspondants en Haïti, et bien justement il y a posé problème. C'est-à-dire que lorsqu'on prend tout les
éléments, c'est des éléments qui sont fondamentalement importants. Ajouter à un dernier élément qui c'est que, écoutez, durant cette période, on a parlé du 10 août au 30 septembre, il faut toujours rappeler, le gouvernement a pris une décision qui quand même est extrêmement importante. Quelle décision? C'est que yoté et on dit, et pas littéralement fermer l'exercice ça, non, mais un ensemble de dépenses que yoté demandé pour qu'on ait pas de décision campé sur yo. Mais pour qui ça l'important? Pour qui ça décision est importante dans le moment ça? C'est qu'il y a un ensemble d'institutions qui connaît budget qui pas qu'à consommer budget parce que le pas qu'à consommer budget veut dire qu'on pas une capacité d'absorption. L'année prochaine il y a bon moins scope. En général, il y a tendance à consommer budget en fin exercice, c'est-à-dire entre août et septembre. Mais lorsque le gouvernement prend cette décision, eh bien, il n'y a pas de comme il dit quitter autorité pour moi. Autrement dit, si le gouvernement n'a pas pris décision ça, montant déficit budgétaire nous gagné, l'état beaucoup plus important. Longtemps, parce que justement, toute institution ça va dépenser comme il a créé pour que l'année prochaine nous avons plus scope, c'est-à-dire pour montrer qu'il y a une capacité d'absorption. Quand tu prends ça, cette confluence de facteurs, d'éléments à cette période, il n'est pas capable de résultat. Mais attention, cette confluence justement d'éléments ou bien cette sommation d'éléments, eh bien justement, il n'y a pas de participer aucunement dans le renforcement économique. Comme il n'y a pas de participer dans le renforcement économique, parce que pas oublier, quand on prend une décision à chaud, la décision a ses effets, c'est-à-dire les effets immédiats de la décision. Eh bien, il fallait ce qu'on appelle un temps d'attente, comme on l'appelle en économie, justement, pour que le marché a consommé décision. Eh bien, après ce temps d'attente, on allait assister à ce que je viens de dire tout à l'heure, à un retournement de la situation. Eh bien, justement, on est dans ce retournement de la situation. C'est pour ça que tu constates qu'il y a une augmentation graduelle, mais sûre du taux de change sur le marché aujourd'hui. Oui, très important. Il y a au moins 3 éléments dans ta prise de parole que je vais retourner sur avec vous. Et d'abord, genre de mesures ça, que BRH apprend et que BRH toujours apprend et mesure fait des injections dans l'économie, mais c'est peut-être pour la première fois que BRH a bénéficié d'un support politique de la part du gouvernement qui permet de prendre des mesures plus drastiques et envers banques. Comportement acteur dans le système, notamment et banques, est-ce que ce n'est pas lié au choix économique que nous faisons? Mon cher, son question, on va dire, est très importante que tu poses. Parce que, attendez, à l'époque, il ne faut pas oublier qu'on n'avait pas de Parlement. Et après la décision, lorsqu'on n'a pas assisté à une chute brutale au niveau du taux de change, il y a un bagage extrêmement important pour souligner. C'est que un paquet d'entrepreneurs, notamment des entrepreneurs dans le secteur textile, parce que pas oublier, le secteur textile, c'est le principal secteur d'exportation de ce pays. Eh bien, ils ont écrit le président Jovenel Moïse. Ils ont écrit le gouverneur de la Banque centrale. Ils ont dit que baisse taux de change, ça n'est pas bon pour eux. Mais soutenons une situation de Parlement, il va pas faire ça. Il va même écrire le président gouverneur de la Banque centrale, il va justement au niveau du Sénat. Parce que c'est le Sénat qui ratifie le choix du board souverain de la Banque centrale, du conseil de la Banque centrale. Le moment politique était favorable, puisque c'est le président qui vous a nommé, d'ailleurs tout le monde sait AI. Le président vous dit de faire baisser le taux de change. Eh bien, il faut pour un ensemble de mesures accommodantes. Attention, on t'a parlé de mesures, mais ces mesures sont de nature accommodante. Eh bien, justement, le contexte politique était favorable à ça. Puisque, écoutez, ces entrepreneurs, ils n'ont pas de pièce parlementaire pour faire pression sur lui à l'époque, dans le moment ça. Mais c'est justement le président qui, après Dieu, c'est lui sur la terre d'Haïti, qui doit baisser le taux de change là. Eh bien, il faut faire tout ce qu'on est capable pour faire le taux de change là, baisser pour lui en quelque sorte. Donc, on est bien d'accord que c'est un moment politique favorable avec ça. Mais, donc, si on prend des mesures par rapport à un moment politique, là, ces mesures, il n'y a pas qu'à faire dégâts dans l'économie, puisque l'économie, c'est science. Lorsqu'on prend des mesures, il faut que justement, tu as toujours prendre des mesures politiques pour camper là, mais ces mesures politiques ont leurs limites. Il y a des limites. Ce qui revient à dire, qu'en 10 ans, on n'a pas pu, en tout cas ce pouvoir, et le pouvoir en place n'a pas pu échafauder ce qu'on pourrait appeler une économie politique. Oui, le problème en Haïti, c'est que jamais, on a comme l'impression que depuis les 30 dernières années, jamais, et on ne veut pas construire justement une économie. Jamais. Il n'y a jamais aucune décision qui vise le renforcement, on va dire, de l'économie. Parce qu'on ne sait pas dans quel paradigme on se trouve. On ne sait pas, c'est-à-dire on fait tout à la fois. On fait tout à la fois et on ne fait rien en même temps. Donc ça veut dire qu'on est bien d'accord que jamais, nous pas jamais un véritable plan que nous avons suivi. Parce que nous pas jamais en réalité une économie fondamentalement et purement capitaliste, nous pas socialiste non plus, nous pas protectionniste. C'est-à-dire d'un point de vue idéologique,
on ne sait pas où est-ce qu'on se trouve Oui, mais économiquement. le gros problème, c'est d'abord un problème de plan. C'est-à-dire que nous n'avons pas un plan qui est bien articulé. Évidemment, quand nous avons PSDH, plan stratégique pour le développement d'Haïti. Mais maintenant, second plan, pas de suivi avec. C'est-à-dire que pas de continuité dans les actions de l'État, de manière générale, mais dans les actions économiques de l'État. Autrement dit, Jodi Amkavini m'a dit que voilà où l'on veut aller avec cette économie. Voilà le paradigme nous voulons inscrire nous là-dedans. Voilà justement les choix qu'il faut faire. Mais demain, l'autre gouvernement fait une autre chose. C'est-à-dire que nous parlons logique justement d'action pérenne. Et ça tout doux que, écoutez, nous pas des hommes d'État, puisque les hommes d'État en général, action ils inscrit dans la durée. Mais aujourd'hui, c'est que on a un ensemble, on va dire, de dirigeants qui arrivent ce pouvoir-là, mais qui pas fait pièce continuité dans l'action. Donc, là, pas fait continuité dans l'action, je veux dire qu'on pas qu'à inscrire non dynamique. Oui. Où est-ce qu'on est dynamique? Il faut justement les capables de perdurer dans le temps. Parce que pour inscrire nos dynamiques de socialisme, de capitalisme, etc. Le problème et dollar avec Goudsa, c'est un problème qui est aussi vieux en Haïti. C'est-à-dire à aucun moment de la durée, par un gouvernement qui dit que, étant donné que moi, fin qu'accéder dans le pouvoir là, nous connaissons dans 5 ans, dans 10 ans, ou bien, et supposons que le pouvoir a renouvelé, comme c'était le cas pour 2 gouvernements PHTK, il faut m'échafauder un plan, il faut me faire une réflexion, il faut me faire un travail sur la question de taux de change avec la question de dollar goudlan, pour que moi-même, j'ai une réponse face à la situation. Un élément historique par rapport à la question posée, le problème dollar là, il y a longtemps. On dit que le mois d'avril, ça, c'est quand même anniversaire en convention monétaire qui était gagnée en Haïti et les États-Unis d'Amérique. C'était donc en avril 1919, pas bien, non en dollars. Eh bien, dans la convention, ça, justement, c'est là, nous sommes entrés dans ça, la parité du taux de change. C'est-à-dire que nous avons 5 gouttes pour un dollar. Pas bien, non, 5 gouttes pour un dollar, mais c'est convention ça qui était établie en 1919. C'est ça qui fait 5 gouttes les dollars, tout. C'est les dollars jusqu'à présent. Mais maintenant, à partir des années 90, c'est-à-dire fin années 90, eh bien, nous entrons dans une situation côté que nous parlons taux de change fixe encore. Nous entrons dans ça, le système de change flottant. Donc, problème de change, ça nous gagne. Soit regarder l'histoire économique moderne en Haïti, il a commencé dans les années 90. Étant donné que, évidemment, nous étions dans une situation de parité. Sur le marché informel, c'était donc autre chose. Mais écoutez, et sur le plan formel, c'était donc 5 gouttes pour un dollar américain. Donc, mais maintenant, à partir de 1990, c'est autre chose. Donc, pas jamais pour venir jouer nos décisions prendre. Mais maintenant, Samy, moi toujours dit ça, il m'a dit là déjà, le salut par rapport à problème de taux de change, il résidait dans le renforcement de l'économie. Il résidait justement dans la production, parce que pas oublier non, production sont résultantes du renforcement du fonctionnement de l'économie. Parce que lorsqu'il y a toute variable qui a fonctionné, libre production, qui va justement de la croissance économique. C'est pour ça que durant les 30 dernières années, pas jamais de politique qui visait véritablement le renforcement de l'économie. Et c'est ce qui fait problème. Et c'est à ce moment-là que la question économique devient éminemment politique. Parce que pour produire, il faut quand même qu'on investisse dans la production. Quand on a une économie, on a un pays dont la souveraineté est mise en cause ou bien mise à l'écart depuis quelque temps, notamment la souveraineté alimentaire, on ne peut pas être tout manger. Donc, comment un gouvernement, et je pense que c'est le travail ça, que je ne dis pour nous réfléchir sur en pile, et en dehors de tout l'autre problème nous gagnons, parce que quel que soit le monde qui vient monter pouvoir là, transition ou pas transition, élection, quel que soit ça qui passe, il va le faire face, il va le buter à de gros obstacles, il va le mettre dans la même qualité de problème ça, on va voir que ce n'est pas nécessairement un gouvernement qui est responsable, c'est des problèmes structurels qui sont dans le pays. Comment on va le faire? Alors que une répartition internationale de la production qui est faite, il dit qu'il y a des pays qui produisent, il y a d'autres qui consomment, il y a des pays qui consomment. Comment on va le faire négocier avec la République dominicaine? Comment on va le faire négocier avec les États-Unis d'Amérique pour nous dire qu'il faut réduire la dépendance en importation de riz dans ce pays définitivement? Non, d'abord, vous touchez tellement de questions qui sont extrêmement intéressantes. Et l'économie, l'économie a toujours été politique. D'abord, depuis notre traité d'économie politique, je sais qu'il y a des étudiants qui nous regardent. Depuis notre traité d'économie politique, Ricardo t'a déjà montré que l'économie est politique. D'ailleurs, si on regarde toutes grandes écoles de pensée économique qui sont dans le mercantilisme, mercantilisme c'était donc commerce, commerçant c'était qui ça à l'époque, c'était à prendre l'or dans l'autre pays pour mal faire commerce. Le mercantilisme c'était donc du commerce. Donc ça n'a pas besoin de dégager, c'était donc l'excédent commercial. Après ça, évidemment, Samy, on passe dans un paquet de l'autre l'école, les physio, le gouvernement
de la terre. Mais l'on doit pas prendre l'eau. Ce sont donc des gouvernements, c'est-à-dire de la politique qui intègre. Mais l'on dans l'école de pensée où les physiocrates, là, encore une fois, c'est le gouvernement. Après ça, justement, nous avons libéralisme. Libéralisme, c'est le gouvernement. Jodi, nous avons courant, on va dire un courant dominant, c'est le keynésianisme. Courant dominant, pourquoi? On dit parenthèse, c'est que, écoutez, après la crise de 1929, eh bien, on a Keynes qui dit que, écoutez, il faut l'intervention de l'État dans les économies. Parce que tu as un courant classique qui dit que c'est l'État minimal. L'État minimal, là, veut dire l'État n'a pas besoin d'entreprise publique, l'État n'a pas besoin d'intégrer l'affaire économie, l'État doit être à côté, il doit remplir ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, l'armée, question la police, la sécurité, la santé, l'éducation, etc. Dans question régalienne. Eh bien, le keynésianisme qui vient justement à la faveur de la crise de 1929, il dit qu'il faut l'intervention de l'État dans l'économie et ça te permet de résoudre la crise. C'est pour ça que je me dis de l'actualité, c'est ça qui est important. Je dis, c'est la dominance justement du keynésianisme. Avec le coronavirus, tout pays a un plan. C'est ça qu'il s'était dit. Par exemple, aux États-Unis, c'était donc un plan de 1900 milliards de dollars américains. Si on prend les décisions de la Banque centrale européenne, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire l'État est intervenu dans toute économie. C'est-à-dire que l'économie, eh bien, fondamentalement, il y a eu pratiquement des financements monétaires de pratiquement toutes les banques mondiales du monde. Justement, aujourd'hui, donc l'économie, fondamentalement, est devenue l'économie politique. Et c'est justement pour ça que les politiques doivent poser des actions de renforcement de l'économie. Par exemple, eh bien, quand, par exemple, on a des politiques qui sont au pouvoir aujourd'hui qui ne posent pas des actions qui visent le renforcement de l'économie, eh bien, le gouvernement de demain, il y a besoin. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, pas bien, non, m'a contourné la question là. Donc, elle me dit, m'a contourné, elle m'a fait le contour de ta question. Donc, c'est pour ça que, écoutez, ou toujours un ensemble de problèmes qui ne peuvent jamais résoudre. C'est que justement, politique, action économique, il n'y a pas visé la durabilité. C'est-à-dire que c'est des actions qui capent des résultats immédiats, mais mes résultats immédiats, justement, ils ne pas prêter. Mais c'est pour ça que tu as parlé de toute décision que tu prends, il y a des résultats immédiats, mais les résultats immédiats ont leur temps, justement, de consommation par le public. C'est-à-dire que quand le temps ça a fini de consommer, eh bien, on est dans une autre situation. Donc, aujourd'hui, s'il faut résoudre le problème du taux de change, ce n'est pas le taux de change pour le regarder. Parce que justement, le taux de change là, c'est comme si Mdado et son indicateur qui dit que malade là a le mal. C'est comme si c'est fièvre vous gagnez, mais le problème ce n'est pas fièvre, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui ne fonctionne pas bien. Et bien donc, si on ne renforce pas l'économie, il ne faut pas parler du problème de taux de change. Parce que c'est pas oublié, non? Qu'est-ce que le taux de change dans ça? C'est, on dit de manière globale, c'est le prix d'une économie par rapport à une autre économie. Il veut dire que si peso a beaucoup plus d'importance qu'aujourd'hui, c'est parce que justement l'économie dominicaine pose beaucoup plus. Si aujourd'hui on a un problème de taux de change, parce que pas oublier, les gens disent nous avons un problème de taux de change dans ça, c'est pas par rapport au dollar américain seulement qu'il y a un problème, non? Ah, mais le dollar est dominant. Le dollar est dominant en Haïti. Mais ce n'est pas uniquement par rapport au dollar américain, par rapport à l'euro, on a ce problème, par rapport au peso dominicain, on a ce problème. À regarder les taux de change, à regarder comment il y a un an entre la goutte et le peso dominicain. C'est presque une égalité, non? C'est presque une égalité. Je dis, on a besoin peut-être un goût de 20, un goût de 30 pour un peso dominicain. Autrement dit, le problème qui se pose, ce n'est pas par rapport au dollar américain, c'est parce que le dollar est prédominant en Haïti, de son économie dollarisée. Mais étudiants, encore une fois, là, on parle de l'économie dollarisée, ce n'est pas par rapport au dollar. C'est cohabitation de deux monnaies. C'est lorsque l'autre monnaie qui a remplacé l'autre. C'est-à-dire que si tu es peso qui est présent en Haïti, tout, eh bien, on serait dans la dollarisation. Autrement dit, dollarisation est un concept générique. Mais écoutez, comme on a parlé de dollars, eh bien justement, dollarisation, on a parlé, c'est par rapport au dollar américain. Parce que il y a plusieurs dollars. On a parlé par rapport au dollar américain. Donc, moi, je voulais dire que, écoutez, problème, taux de change, là, on dit pas jamais un plan pour résoudre l'IA. Ce n'est pas taux de change pour nous résoudre. Ce n'est pas problème taux de change pour nous résoudre. Le problème pour nous résoudre, c'est un problème d'économie qui doit renforcer son problème d'environnement qui favorable à la création des affaires, à la création des investissements, donc à l'accumulation de richesses pour notre société. Au choix du type d'investissement aussi. De type d'investissement à faire. Tout à l'heure, on a bien parlé, et une division internationale du travail. Il y a cette division. Mais division pas seulement dans la question de consommation, non, des divisions de la production internationale également. Par exemple, il y a des pays qui produisent, on va dire, des produits de première nécessité. Des pays tout qui produisent des produits intermédiaires. C'est-à-dire, les États-Unis qui balancent une durée matin, midi et soir. Justement, c'est pas, par exemple, il y a des pays qui produisent, par exemple, une sous-traitance ici, sous-traitance qu'on fait produire, elle pas fini. C'est-à-dire que c'est des produits intermédiaires qui peuvent servir dans l'autre production encore. Parce que, pas oublier, non, étudier encore
encore une fois, parce qu'en général, quand je parle comme chargé de cours à l'université, je parle pour les étudiants. Les produits de consommation intermédiaire, par exemple, sous produit blé, par exemple, c'est avec le blé qu'on fait la farine. Sous produit blé, par exemple, c'est peut-être pour la consommation intermédiaire, pour aller faire farine. Mais l'autre pays, eux-mêmes, ils fait produit final là, il y a plus de valeur ajoutée. Et c'est pour ça, en général, qu'on dit que grand pile produits textiles, nos produits en Haïti, ce ne sont pas des produits à grande valeur ajoutée. Les produits à pas de valeur ajoutée, ou pas qu'à un pays à production, pas à création de richesse. Parce que, pas oublier, non? Encore une fois, qui sa création de richesse, qui sa production, qui sa PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Ça veut dire, Samy, ou acheter toile là, on bosse à Eiffel, il fait lever nos chemises. Et mais l'on retire le prix toute toile là-dedans, c'est l'igual valeur ajoutée. Donc c'est la valeur qu'il faut créer dans cette économie. C'est pas comme si dans la division internationale de travail là, comme si tu apprends, produit pas une grosse valeur ajoutée. C'est un produit. Alors que justement, il y a potentialité dans le pilote. Et bien justement, notamment tout choix n'est pas fait dans à les travers produits l'histoire. alimentaires. Produits alimentaires, comme qui le vont riz. exporter comme le riz, etc. Et bien, qui s'arrive, c'est que l'on pas des politiques économiques, ne pas oublier le cas d'Haïtien, non, même si nous avons une dynamique théorique là. Et bien justement, l'on pas des politiques qui définissent justement des choix de production, des choix en matière d'activité économique, et bien, au niveau de cette économie, et bien, dans 10 ans, pratiquement, c'est le même problème. Moi, on a toujours chita là, ou bien on l'a nommé, on l'a sami à chita là pour commenter pratiquement les mêmes problèmes. Ce que pour nous comprendre, c'est que le problème économique que nous vivons là actuellement en Haïti et qui bat nous et a posteriori problème taux de change là, son problème de choix acteurs économiques qui fait tout parce que nous pratiquement dénoncé depuis quelque temps, il y aurait le constat d'ailleurs, on bourgeoisie comprador qui lance complètement. Naturellement, toujours il y a des prétextes, à savoir que l'État n'a pas mis de garantie suffisamment pour investir dans la production, mais nous avons un secteur d'affaires qui essentiellement chita n'a acheté revendre. Mon cher sacrifié dans la dynamique économique là, son élément historique pour comprendre ce qu'on dit là, c'est qu'il y a une mutation extrêmement importante, on va dire, en matière d'accumulation de richesse, pour ne parler de bourgeoisie. Et à l'époque, il y avait son économie essentiellement agricole. L'activité économique qui était l'argent dans le pays qui s'aldayait, c'était donc l'exportation des produits agricoles, en particulier le café, le cacao, etc. Pitre, etc. C'est-à-dire que activité économique, la bourgeoisie, ça, ton bourgeoisie compladol quand même, mais attention, compladol, ça, c'est différent puisque son bourgeoisie qui produit café, qui produit cacao, qui a le vend à l'extérieur. C'est-à-dire que, eh bien, un excédent en fait. C'est-à-dire, on est capable de faire un excédent en matière commerciale, dépendamment de son importé, de quantité importée. C'est-à-dire, bourgeoisie compladol, ça. Il y a un impact sur la balance commerciale. Justement, on n'a pas le compladol, c'est le commerce. C'est-à-dire, bourgeoisie compladol, ça, pas de poser problème. Mais maintenant, et à partir des années 80, mais vient l'autre mutation. La mutation, c'est que c'est toujours une bourgeoisie complador, mais son bourgeoisie, justement, qui n'a pas produit en Haïti encore, mais qui acheté à l'extérieur, qui vient vendre en Haïti. Ils sont toujours de la bourgeoisie complador, mais à l'intérieur, justement, de complador là, eh bien, ils font comme c'est Mdadou, ils ont changé de direction. La première direction, c'était produire à l'interne pour aller vendre l'autre bord, mais je dis, c'est acheter l'autre bord pour venir vendre en Haïti. Donc, la production est ailleurs. La production est en République dominicaine, la production est là-bas. Aujourd'hui, cette bourgeoisie, il est toujours une bourgeoisie complador. Son relais de la bourgeoisie internationale. Son relais de la bourgeoisie internationale. La bourgeoisie aujourd'hui est toujours complador, mais il y a l'autre mutation. Nous avons parlé de taux de change, il ne faut pas oublier. C'est que justement, bourgeoisie, action aujourd'hui, c'est faire richesse. Dans taux de change. Dans taux de change. Parce que justement, tout ça, il y a un enjeu extrêmement important par rapport au dollar américain, c'est que le dollar est devenu une source d'accumulation de richesse. C'est ça que je tout à l'heure. Ça veut dire qu'à travers l'histoire, il y a une dynamique dans la bourgeoisie a fonctionné. Et bourgeoisie, ça, comme c'est comme ça a fonctionné, bourgeoisie n'a pas intéressé à un renforcement de l'économie, même s'il faut être d'accord que, en pile fois, c'est l'État qui donne les incitatifs. Ah oui, les incitations à la production. C'est-à-dire, il faut créer un cadre justement qui est favorable à la production. Mais là, on a parlé de cadre, on n'a pas parlé d'environnement sociopolitique seulement, non? Parce que je veux dire, nous sommes d'accord que la situation de sécurité qui est aussi détériorée, là, écoutez, c'est des désincitations justement au développement de l'activité économique. Mais nous voulons dire tout que, d'ailleurs, c'est ce qui prouve que il y a un véritable problème au niveau des activités économiques dans ce pays. Parce que pas aucun pays sous la terre qui a une économie qui a fonctionné, qui pour pas vivre une situation d'insécurité aussi terrible. À un moment de la durée, les hommes d'affaires auraient dû faire pression pour que le problème ne résoudre. C'est parce qu'on a l'impression que et l'État et l'économie, on a l'impression que c'est deux bagages qui ont fonctionné dans une logique mafieuse complètement. Moi, j'ai tellement de bagages pour me dire par rapport à ça. Attendez, le problème, justement, c'est un problème d'élite, c'est-à-dire que nous avons une bourgeoisie. Le problème d'élite, là, veut dire que c'est vrai que l'État a fonctionné comme ça, mais d'abord, qui est-ce qui fait l'État? Qui est-ce qui met l'État? Ce sont ces gens-là. Un. Deuxièmement, ils ne font jamais de pression pour améliorer la situation.
C'est ça le problème, non? Et il l'autre problème encore. D'ailleurs, ils sont complètement muets sur la crise actuellement. Et c'est ça le problème, ces problèmes, non? C'est que justement, il n'y a pas d'élite, parce que l'élite donne des directions. L'élite donne des directions. Quand on dit que tu es élite, que tu fais partie de l'élite intellectuelle, c'est que tu donnes des positions, tu donnes des directions avec un ensemble de monde qui suit vous, des followers. Mais maintenant, le problème, c'est que quand tu es muet comme ça, c'est que justement, il y aurait mes problèmes, il fait partie de problèmes, il n'y a pas en bourgeoisie, justement. Mais bon tout. Les bons bouillons tout. Ou ça, dit un bagage qui est extrêmement important, c'est que bon problème de sécurité qui dégrade. Mais maintenant, qui s'arrive, c'est pas problème de sécurité en tant que tel, donc ne fait pas d'investissement dans le pays. C'est aggravation problème. Non, moi l'explique. Mais Colombie, on paquet de pays, mais si on regarde des indices de sécurité, en pile fois, Jamaïque, Mexique. Mais le problème en Haïti, c'est la généralisation de la situation. Autrement dit, pas un droit à faire activité économique. Tout pays gagne de favelas. Tout pays gagne des côtés qui est zone de non-droit. Même si l'État qui est responsable réduit l'influence gang au mieux. Mais en Haïti, c'est qu'aujourd'hui, autant de ces villages de Duc pas de bon. Après, sortant de c'est presque bon palais national. Après, sortant de c'est Delma 95 qui n'est pas bon. Après, sortant de Delma 83 qui n'est pas bon. Autrement dit, son virus, justement, qui est tanné, justement. Eh bien, non, situation comme ça, c'est ça qui pose le problème, non, c'est que, je dis, on ne peut pas dire. Comment homme d'affaires fait confortable dans une situation comme ça? Justement, parce que dans une situation, où pas de circulation de richesse, eh bien, les hommes d'affaires sont de mèche tout avec ça qu'a fait là. Ils sont d'Abdoulaye Tablari, nous va dire non pratiquement parce que bon, disons-le, il y a deux mèches avec bandits, il y a comme sécurité, il y a même participé dans l'armée, d'après toute ça, nous avons comme information. C'est ça le problème, c'est que ces élites-là, il n'y a pas des directions qui, en tout cas, favorables au développement des activités économiques. C'est que l'activité économique est réduite à un seul bagage. C'est que même pas dans le processus de production, parce que pas oublier, non? Production, on fatigue là-dedans, tout parce que c'est un processus. Oui, mais... Dans la production, c'est l'industrie de production. Même il dit que, écoutez, nous pas dans tout bagage ça, nous pas bourgeoisie, nous venons là pour nous faire comme petit monsieur. Eh bien, petit monsieur, dame, en fait, nous venons là pour nous faire comme. Mais comme là, c'est qui ça lié, ça c'est que, acheter revendre, mais le map venu à conteneur en Haïti, et même des nègres là m'a brûlé, m'a dit que attention, oui, c'est moi qui ai passé là, m'a checké avant tout à l'heure. C'est-à-dire c'est là deux mèches là, oui. C'est-à-dire que ça n'a pas dérangé en quelque sorte. Et c'est ça le problème. Oui, ça cause parce que bon l'autre problème qui posait dans le niveau ça tout. C'est que c'est des gens qui vivent pays comme un comptoir. Parce que on parle de dollarisation, on monnaie qui remplace l'autre. On a l'impression que on dollarisation au niveau du pays tout. On a l'impression que les gens qui sont dans le secteur d'affaires, parce que tout le monde en Haïti, en tout cas, ça que j'ai une possibilité, il y a deux pays. Si vous te rendez compte que ces pays ça comme un seul pays pour vivre, parce que même ça, on dit qu'il a fait l'argent, il a mis dans la banque à l'étranger, et puis tout à fait à l'étranger, il possède tout bien à l'étranger, famille à l'étranger. Donc, il n'y a pas de problème à ce que la situation détériore là. Aussi longtemps que vous avez petit quoi. C'est que gagner en bourgeoisie en Haïti, c'est une carrière comme ça, ou bien un ensemble de monde qui fait comme, qui n'est pas considéré Haïti comme une économie. C'est-à-dire, on n'est pas une économie pour eux, c'est-à-dire ces gens-là. Parce que ça crée ça, mais soit parler de l'économie, il veut dire que gagner un ensemble d'infrastructures économiques qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire ou bien qu'il faut contribuer à mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut nous d'accord pour l'espace là vivable, il faut nous d'accord pour que nous ayons loisir, puisque le loisir fait partie de l'économie également. Il faut que nous d'accord pour que l'espace là, même avant nous faisons un ensemble de transactions en toute quiétude, mais au même, ce n'est pas un espace de l'économie. Attention, c'est un espace transactionnel. C'est-à-dire que nous venons là, nous faisons des transactions. C'est pratiquement même avec deux personnes qui ont drogue. Les gens qui ont drogue, il n'y a pas besoin d'espace qui a toute infrastructure pour faire drogue. D'ailleurs, après, l'autre petit avion, il dans une zone qui est plus reculée, qui n'a pas la vie. C'est là que l'avion drogue posé. Ça veut dire que pour M. Sao, ce n'est pas un espace économique. Parce que l'espace économique, là, il y a un ensemble de théories qui disent qu'il faut un loisir, il faut qu'il fonctionne, il faut une route, il faut une bonne école. Parce qu'un espace économique, il faut une bonne école qui est capable de renforcer le capital humain, il faut une santé pour renforcer le capital humain. Et puis ça va permettre de fonctionner. Pour eux-mêmes, ce n'est pas un espace économique. C'est un espace transactionnel, un espace de transaction, mais l'économie pour eux, c'est ailleurs. Ailleurs veut dire que, écoutez, on est venu ici faire des transactions du lundi au vendredi, mais vendredi de l'après-midi, eh bien, on repart pour notre pays, c'est là, dans l'espace économique. Et c'est ça qui pose le problème, c'est que pour eux, ça c'est le message dominant, ce n'est pas un espace économique, ils ne veulent pas contribuer à la mise en place, à la structuration d'un espace économique, mais c'est un espace de transaction. Partie ça, c'est important pour nous dans le débat et nos Germain, parce que souvent les gens ont posé des problèmes économiques qui gagnent dans le pays, il y a toujours l'État seulement qui naturellement pas offrir cadeau, qui fait de mauvais choix ou bien pas fait choix du tout, mais il faut comprendre tout que
question économique, là, c'est une question globale liée et ce n'est pas seulement l'État qui est impliqué là-dedans. Et je vais poser une question qu'on y a sur banque. Et banque, yo même tout, il y a une question de spéculation, il y a une question de taux de change dans tout, parce que yo pratiquement pas fait prêt en Haïti encore. Non, écoutez, gagner, on va dire, de difficultés certaines et en matière de crédit. Là, on apprend de manière globale, on a venu dans la singularité, nous. C'est que d'abord, lorsque... Le crédit serait le on est véritable d'accord, métier de la banque. C'est ça, Braldo. Hein? Évidemment, métier banque, c'est crédit. D'abord, qu'on gagne en général un ensemble de dispositifs qui ne font pas gagner crédit. Pas les noms dans le niveau superstructurel, après on a descendre. Je voulais dire que un ensemble de conditions si on pas réunies, c'est-à-dire que conditions de sécurité pour que le mec comme moi ait moins de risque par rapport à elle, justement, pas bien crédit, ça c'est au niveau plus haut. Mais maintenant, en Haïti, le problème quel est le problème qui se pose? C'est que d'abord, banquiers pas de crédit pour faire économie marché. Pour ça, nous avons pas de structuration, on espace économique là. Banque pas de crédit. Crédit au bas là, son crédit qui a financé même forme d'activité à faire, c'est-à-dire le crédit à l'importation des biens de consommation. Attention, de consommation immédiate. C'est-à-dire que mon bon crédit là, agent crédit n'a plus de facilité pour lever ou l'importer par exemple pas de tomates. Les gars, les suivre pas de tomates là. Bon parenthèse, bon exemple. Alors que l'État, à travers l'exécutif, a fait promotion pour un projet d'énergie 24/24, et où il y a une banque l'État, lui-même, qui a bail crédit pour consommation d'énergie. Donc, on est d'accord que ça pose des problèmes. Nous avons que ça et banque n'a pas d'activité de crédit pour renforcement de l'économie. Parce que nous sommes bien d'accord, nous sommes partis en postulat qui dit que n'y a pas de renforcement de l'économie. Ça veut dire même tout, il n'y a pas de bail comme ça. Ça, c'est un. Et c'est ça qu'il faut voir, ouais, que je dis, en 2020, par exemple, selon données, 32% seulement de dépôts qui dans le système bancaire qui servent à crédit. Et il y a moins passé 1% par exemple qu'à dans la question agriculture. C'est-à-dire que l'agriculture, les bénéficiaires moins passé 1% portefeuille de crédit qui est. Tout le reste là, les concentré dans le commerce, c'est-à-dire achat-revente. Puisque achat-revente là le plus facile, je voyage en crédit, je là, bon côté, monsieur cap acheter ou bien cap revendre, nous tout garder s'il fait comme là, et puis nous tout prenons comme là, mais nous tout prenons intérêt, mais qui intérêt, un intérêt extrêmement élevé. Et l'autre bagaille, minimum de crédit qui gagne tout qui bail là, le crédit n'est pas démocratisé en Haïti. C'est-à-dire que est-ce que me connais, c'est pas parce que justement on a un bon projet, même si c'est un projet d'importation, même si c'est un projet d'achat et de revente, c'est pas parce qu'on a un bon projet qui fait ma bon crédit. C'est justement parce qu'on a les amis ou ses amis, moi c'est banque mon bon crédit. L'orgon économie qui a fonctionné comme ça. En Haïti, la richesse se transmet par ADN. Justement, vous comprenez. Je suis riche parce que mes parents l'étaient. Mes parents l'étaient, c'est-à-dire c'est quelque chose de patrimonial que bénéficier, soit parce que, par exemple, t'es quitté, on commence... pas qu'un bon projet là, ou aller, ou chercher un financement, justement, ou bien, moi, capital social. Capital social veut dire que mon nom, par exemple, mon nom me joigne. C'est une économie qui n'est pas ouverte. Et l'économie qui n'est pas ouverte comme ça, cette économie ne peut pas favoriser la création d'opportunités. Et ça, ce n'est même pas du capitalisme. Justement, le pas d'opportunités comme ça dans l'économie, parce que pas oublier, là, on a tellement de débats pour nous regarder par rapport à la question ça, moi, mais le m'a des questions comme ça. Attendez, aujourd'hui, il y a une branche dans l'économie qui domine. C'est l'économie des inégalités que Thomas Piketty, Emmanuel Saez, c'est des superstars dans la branche économique. Ça explique que sous inégalité dans le pays en général, surtout aux États-Unis et en France, c'est aussi bien dit l'inégalité patrimoniale. C'est-à-dire que moi, j'ai fait dans le même l'hôpital avant, moi-même avant, nous faisons dans le même lieu. Eh bien, nous pas même gens, puisque par exemple, justement, nous un ensemble d'opportunités. Nous pas fait dans le même l'hôpital, puisque par exemple, tu es riche déjà. Oui. Il veut dire que, écoutez, mon sao sont sources qui fait aux riches. Mais tout, en pile là-dedans, tout, c'est par non-parents aux riches. C'est-à-dire que quand on va non travail, mal non travail, nous demande des jobs, il y a une inégalité, puisque par rapport à Jean Ogado, nous avons le même salaire. Mais maintenant, on a l'autre source, tout, qui c'est du talent. Et c'est ça qui court bien en Haïti. C'est extrêmement important pour nous dire là, c'est inégalité qui est provoquée par le talent. C'est-à-dire que nous, avons la même situation de départ, c'est-à-dire nous avons même dotation initiale. Même dotation initiale, là veut dire, nous pas de gain business, par nous pas de gain gros building, par nous pas de gain, mais nous-mêmes, nous pratiquement même bagage. Nos dotation initiale pratiquement le même bagage. Mais il se trouve que ou gon talent que m'pa gagner, mais talent là faut le permettre aux riches. Faut pas talent qui permettre aux vivre, mais faut une opportunité par exemple. Je suis pas finalement d'accord mais bon. Bon, écoutez, on peut faire le débat. Par exemple, quand Bill Gates par exemple, il fait dans la même école au monde parce que il a talent, il est capable de devenir millionnaire parce que talent donc l'économie, fonctionnement société a permettre que talent ça émerge. Mais le problème en Haïti,
c'est que le talent n'émerge pas. Chaque jour levé sur Facebook là où on dit jeunes haïtiens qui font exploit mais qui pas un accompagnement. Donc, il y a talent. Oui. Mais il n'y a pas une opportunité. Ouais, rien qui fait robot, rien qui. Il y a talent, il n'y a pas d'opportunité. Okay. C'est même le problème à poser, c'est que vous avez un talent ou une activité économique qui a développé qui permet de toucher la donne, mais pas d'opportunité. Combien, par exemple, il y a toujours dit combien de Messi dit Cristiano Ronaldo pour en Haïti sans être rien. Ça veut dire que, écoutez, c'est une économie qui ne crée pas d'opportunité. C'est important pour l'économie. Économique, mais justement, économie, ça n'a pas créé d'opportunité, c'est parce que pas de crédit, c'est parce que pas d'accompagnement de l'État, c'est parce que pas de secteur privé qui mettait en place un ensemble d'incitations. Par exemple, là, il y a même plus du mécénat en Haïti. Eh bien, il n'y a pas ça. Lorsqu'on dit jeunes qui font robot, par exemple, il faut qu'il y ait une entreprise qui commence à identifier monsieur, qui ça monsieur voulait, etc., pour nous mettre à notre service nous demain. Nous-mêmes, qui fait bus. Hein? Pour nous mettre à notre service demain, il faut qu'on ait un ensemble d'opportunités. Et puis, ça peut aider les sociétés à avancer. Donc, le problème où tu as parlé de crédit, le problème est beaucoup plus large. C'est qu'il n'y a pas d'opportunité même pour le talent. C'est justement parce que, ou bon, capital social, parce que pas oublier, capital social, là, c'est un paquet de barres dont lié au gain les relations sociales que par on te gain que le transmettre parce que toujours un dîner qui fait la caillou les activités mondaines auxquelles tu participes qui fait que un ensemble de connexions ou créer ça un réseau en quelque sorte qui cap baoul mais non seulement ça yo fait pour une catégorie mais pour l'autre catégorie tu as sorti dans ça gain talent pas une possibilité ça et c'est pour ça la pauvreté lui aussi crée ce qui crée aussi ce qu'on ne voit pas dans d'autres pays et chez les enfants les gosses riches une paresse énorme. Parce que les nègres levé le jeune toute bagaille, ça vient faire que il pas d'imagination, il pas développé talent, il pas développé aucune compétence puisque tout lui est déjà acquis. Autrement dit, donc ça veut dire son danger pour l'économie. Bien sûr. Parce que génération nèg qui riche kounya yo, pas gain garantie que descendants yo pour être capable de continuer et la même genre. Ça c'est un gros danger. Ça c'est un. Mais la deuxième chose, c'est quoi? C'est que, comme Haïti, nous sommes d'accord à ça, ce n'est pas un espace économique, il y a même tout petit en Haïti. Bon. C'est-à-dire que demain, il va y avoir un problème de transmission de patrimoine, de transmission de richesse. Donc, un paquet d'activités économiques. Et c'est pour ça, par exemple, me permettre de faire une publicité, il est extrêmement important, là où elles sont petites, les gens qui font des branas, qui prennent, pas branas, banco, qui prennent banco. C'est-à-dire que, et entreprise, et c'est ça que mon pays a eu, c'est que l'entreprise là, continuer à exister. Donc, parce que pas oublier existence entreprise, son signe qui dit que y a quelques bagages quand même qui marché dans le pays. Mais lorsque justement, tout le monde s'en va faire petit l'autre bord, petit pas intéressé dans le pays encore, puisque même parents ont contribué à gangsteriser le pays en quelque sorte, eh bien, l'entreprise ça est appelée à disparaître. Alors qu'une entreprise qui est capable de pérenniser, c'est justement l'entreprise lui-même, les entreprises sont capables de créer et rester là pour continuer à faire activité. Donc, il y a un danger ça véritablement dans l'économie, c'est que, c'est que petit, justement, un ensemble de valeurs, c'est justement par exemple, c'est comme là seulement, parce que, pas oublier, non? C'est en Haïti, ou pas attendre au Bill Gates, par exemple, dit, pas un dollar petit les cabris pour lui. Pour petit lit, il dit faut que petit lit fait fort. C'est-à-dire que petit lit a créé de la valeur. Il a créé de la valeur, nous dit ces valeurs ajoutées, ça qui fait l'économie fonctionner, ça permet l'économie à fonctionner. Mais lorsque justement petit ou pas venir créer valeur, c'est même là, prend ça son danger, m'a supporté sur dire son danger pour l'économie. Oui, n'a retourner dans la question dollar là parce que nous avons trouvé que nous étions trop en l'air, que y a demandé d'atterrir, qu'on a une question pour atterrir. Moi, je pense qu'il y a une catégorie qui est intéressée à débattre ça quand même. Pour nous atterrir, bon, rapidement, maintenant que le dollar lui-même a reprendre valeur, il reprend mer sur le goût là, pour produire nécessité de commencer déjà assez depuis un certain nombre de temps, il a remonté, qu'on a là. Bah cacher du moi-même personnellement c'est moi qui fais marcher la caille moi c'est dire compte de qui ça m'a parlé donc là dans market ou dans marché prix au temps grimper est-ce que nous pourrions aller vers une explosion sociale et dans le pays là dans 4 ou 5 mois qui viennent là? Alors, et ça qui arrive, c'est que l'on a des situations de difficulté comme ça, parce que pas oublier, on va parler de relations qui ont un taux de change et pouvoir d'achat. On va toucher en vente décembre, c'est que écoutez, c'est prouvé qu'en économie, il y a un rapport à la différence près, à des différences près, il y a un rapport étroit entre taux de change et inflation. C'est-à-dire que si le taux de change va augmenter, mais automatiquement, on va assister à une augmentation de prix dans l'économie. Évidemment, dans un pays qui c'est des économies d'importation comme en Haïti, la relation est beaucoup plus forte. C'est-à-dire, la relation est immédiate, la relation est forte puisque vous avez besoin d'importer en dollars américains, mais puisque vous avez perdu l'importance de dollar à 20 piros, vous avez
il faut vendre plus cher. Ça, les mêmes sont simple, nous n'avons besoin de parler de Oui, pour oui, tout le monde oui. comprendre. Mais maintenant, bien que nous avons IHSI sorti Il y a des hier, produits même obligés de créer de marge de sécurité pour lui parce Pour que lui. par contre, le dollar va augmenter, il va vendre chaud. Justement. Donc, mais écoutez, et nous avons que bien que dans les données IHSI, ça m'a abandonné, et ils ont montré que, écoutez, sous les 3 derniers mois, le prix a baissé dans l'économie. C'est-à-dire, données IHSI dit que, par exemple, nous étions autour d'une inflation qui était à 25%, au mois de janvier, et IHSI dit que c'est 18%, 18,7%, aujourd'hui c'est 17%. C'est-à-dire, IHSI dit nous, plutôt que nous constatons que le prix a baissé, mais le prix a augmenté, il a baissé plutôt. C'est-à-dire, ça c'est l'IHSI. Je vous donne les données de l'IHSI. Maintenant, ça qui arrive, c'est que l'on est en situation ça, pouvoir d'achat population, les taux de change ont augmenté, pouvoir d'achat a dégradé, c'est ça où il est. Et c'est comme si nous avons l'érosion du pouvoir d'achat. Lorsque le pouvoir d'achat a érodé, il veut dire que si tu as 10 gouttes dans mon jodia, ça le acheter jodia, comme si demain, comme prix augmenté, taux de change a augmenté, il ne peut pas acheter même bagarre là encore. Donc, les gens qui sont pauvres, ils viennent beaucoup plus pauvres. Avec même l'argent, on pas au moins bien. Justement, on paquet de monde qui pas de pauvres, et c'est ça, on dit, on paquet de monde qui était sur la ligne de la pauvreté. C'est-à-dire, monde ça au soleil là, mais on peut finir pauvre, mais les prix vont augmenter, monde ça va tomber automatiquement dans la pauvreté. Eh bien, lorsque tout le monde ça pauvre là, eh bien, c'est source de tension sociale. Parce que justement, monde ça a disposé, monde ça a paré, parce que vente paré pour ça, la condition la vie paré pour ça, pour que justement, ils participent à une explosion sociale. Donc, lorsque situation ça, sont situations pour très craindre, d'autant plus que, données claires, données dit que je dis, c'est 4,4 millions de monde haïtiens qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Autrement dit, moi-même, je pense que nous sommes en situation d'explosion sociale qui est imminente. Oui, mais nous avons sous gouvernement Préval, moi je ça, c'est Jacques-Edouard Alexis qui était Premier ministre. Oui. On s'en déclaré là, on émeute de la fin. C'était en 2008. Vous ne pensez nous dans une situation plus grave qui a provoqué l'émeute là? Alors, situation d'émeute de la fin, pour moi-même, ce n'est pas une similarité et parfaite entre l'IA que ça a passé jeudi. Parce que, pas oublier, en 2008, on était dans une situation mondiale de crise. C'était donc la crise de subprime, c'est ça, une crise financière en économie, lorsque le marché immobilier a été crasé, et puis le marché écoutez financier a crasé, la bourse, justement, n'existait plus. On va être semblable à la crise de 1929. Oui, mais la crise de 1929 là, était beaucoup plus globale, même si ça, son crise de subprime, même si la crise de 1929 là, c'était quand même une crise financière tout, et parce que qui était provoquée par un ensemble d'éléments, un ensemble d'événements, etc., que peut-être nous, pas bien temps pour l'élaborer là, nous avons quand même gardé toute crise dans l'histoire. Mais maintenant, comme le problème était global, petite économie était automatiquement victime de lui. Situation était plus difficile. Jodi a, situation très difficile en Haïti, oui. Extrêmement difficile en Haïti, oui. Mais ce n'est pas la même chose. Peut-être que situation plus difficile en Haïti que le TIE en 2008, les hôtels émeutes de la faim. Parce qu'il y a émeutes de la faim, tout. Parce que, pas oublier, non? Il y a des composantes politiques, tout. Parce qu'il y a de la faim, il y a des gens qui ont besoin d'aller, notamment Jacques-Edouard Alexis. La population était grand goût, vrai. Mais je dis à la population, autant grand goût, mais davantage. Comme toujours en Haïti. Comme toujours en Haïti. Mais maintenant, il y a peut-être toujours des choses inexpliquées qui sont ou pas, il n'y a pas qualifié l'émeute de la faim. Il n'y a pas qualifié l'émeute de la faim. Et ça, c'est un. Et deuxièmement, eh bien, situation où il y a deux barres qui jouent sur lui pour que ou peser la population quand même. Mais sauf que, l'on pèse les gens qui ne sont pas capables de trop, finalement, la peut éclater puisque son bon marout tardement que lié. Et c'est pour ça que nous sommes dit que nous sommes dans une situation d'explosion sociale imminente. Que faire? Écoutez, que faire? Et à court terme, c'est extrêmement difficile de dire, étant donné que, je veux dire, on est d'accord qu'on est dans une situation sociopolitique. Supposons, vous êtes nommé maintenant ministre des Finances. Vous allez faire quoi? Écoutez, plutôt dit, quelqu'un est nommé ministre des Finances, il doit faire quoi? Écoutez, d'abord, un ministre des Finances, je veux dire, en Haïti, malheureusement, il n'a pas très participé dans le renforcement économique. Puisque il a plus fait, ouais, comment dire, on ne pas dire ministre de l'économie, non, on dit ministre des Finances. Ministre des Finances, qui ça l'a fait, c'est ramasser l'argent pour l'État et puis justement, l'État. Ça veut dire qu'il n'a pas fait de l'économie. En général, ministre de l'économie n'a pas renforcé l'économie, justement, il fait ministre des Finances. Ouais. Et maintenant, je dis, ce qu'on doit faire sur le plan, globalement, pour jouer un calme dans la situation, c'est peut-être une atténuation des tensions politiques. Parce que je dis, si le problème politique, là, on pas agi sur lui, on ne peut pas agir sur le problème taux de change, on ne peut pas agir sur le faire. Parce que, pas oublier, non, situation politique, là, tout le favoriser une augmentation de taux de change de son composante, par exemple, je vais rapidement. En 2000, regardez pour dans toute histoire moderne pays, ça, Sami, taux de change atteint un pic qui est important au Sami, c'est lorsqu'on a une crise politique, ça, par exemple, bon exemple. Ouais, entre 90 et 94, on consacre dans l'économie, et le taux de change a perdu 21% de sa valeur. Par exemple, et entre 2000 et 2004, sous l'année 2002, le taux de change a perdu, attention, et 41% de sa valeur.
En 2018, une situation extrêmement difficile en Haïti, 28% de sa valeur. Tout pique atteint dans moment ça. Donc, si vous voulez, je nous calmer de la situation, mais il faut agir sur la situation politique. C'est-à-dire que faut une situation politique qui est plus ou moins calme. Comment on gagne? Je dis à la, par contre, comment on gagne? Parce que justement, il y a des acteurs les deux groupes d'acteurs sont à l'extrême. Ceux-là qui sont au pouvoir, pratiquement, yo, dans position, mais l'opposition, tout. Écoutez, l'opposition dans position. C'est-à-dire que là, il est extrêmement difficile à court terme pour qu'on ça pour faire. Mais moi, je pense qu'à long terme, plutôt que de parler de l'économie, on dit un bagage qui est simple. Je dis, je pense qu'on a besoin d'une équipe qui est au pouvoir là, qui justement veut l'économie. C'est-à-dire que quelqu'un, en tout cas, une équipe qui vise le renforcement de l'économie. Parce que ça, on doit faire dans l'économie, c'est créer une situation favorable. Dans l'économie, non, il n'est pas trop tard. Parce que pour moi, encore... Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour le pouvoir d'avoir cette équipe? Je ne sais pas s'il est trop tard parce qu'en Haïti, on assiste et on va dire aux extrêmes en un rien de temps. C'est-à-dire que ça que tu je dis, de mon cas où elle rouge, après de mon où elle noir, on le arrive même où elle gris. Ça veut dire pas même comprendre rien dans ce qui va passer. Je ne sais pas s'il est trop tard, mais en tout cas pour la population, il est très tard. C'est-à-dire que la population est dans une situation qui est extrêmement critique. Pour la population, il est très tard et c'est pour cette population qu'il faut de tous les côtés des sacrifices pour au moins sauver le conjoncturel. D'accord, il faut relancer le tourisme, investir dans l'agriculture. Relancer le tourisme dépend d'un pile bagaille. D'abord, il dépend d'un élément global, de l'évolution coronavirus, par exemple. Par exemple, on connaît avec coronavirus, le tourisme n'existait plus. Évidemment, le tourisme en Haïti était déjà à plat depuis pratiquement de 6-7 juillet 2018. C'est ce qui peut-être explique que nous épargnés de coronavirus. Peut-être, son facteur, qui était docteur Pape 10 habitants. Oui, moi, t'as donc, écoutez, mais avec 6-7 juillet 2018, écoutez, tourisme dans le vin à plat, avec dégradation de situation de sécurité, mais le tourisme pratiquement pas existé. Donc, ouais, pour lancer le tourisme en Haïti, au moins, il faut penser à ça. Donc, on a tout un ensemble de réalités pour construire. Enfin, même allemand et économie, il faut un environnement dans lequel, justement, on va faire cette économie. D'accord. Et nous, jamais un dernier mot parce que nous avons fait une émission. Écoutez, un dernier mot, c'est que je dis, les problèmes, pour moi, sont sérieux. Les problèmes sont sérieux et les problèmes à cette population. Oui. Il y a à cette population. Situation dans la même population. Dans la même population, il y a dans poche ou dans poche moins. Et bien justement, écoutez, tous les acteurs, toute élite, justement, que au fois, ils ont une responsabilité pour que nous sortions pays ça dans ce trou dans lequel il est beaucoup trop longtemps. D'accord. Merci un peu, Lénomi Germain, et peut-être de passer sur le plateau ça pour nous faire ce débat. Ça. À moi de te remercier, Samy. D'accord. Mesdames, messieurs, ici prend fin l'invité du midi. Donc, c'était avec nous Lénomi Germain, économiste, et avec lui, on a vu la réappréciation du taux d'échange et son impact sur la vie de la population. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.